Bonjour à tous et à toutes, il est 16h, nous participons ici Studio F à l'initiative de Culture du Cœur au quart d'heure national de lecture. En studio avec nous plusieurs personnes qui vont se succéder à nos micros pour évoquer des souvenirs et des lectures. Bonjour à tous, Culture du Cœur vous propose effectivement un petit quart d'heure de lecture et encore que c'est pas Culture du Cœur qui vous le propose, on le coordonne et ce sont les bonnes volontés des publics que nous accompagnons de près ou de loin puisqu'on a toujours à cœur de rendre participative notre action. Un quart d'heure de lecture divers et variés, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Et nous commençons par Afrasum de Douce Dibondo, édition Blast. J'en ai rien à foutre de la question sociale. J'en ai rien à foutre de la question raciale. Je me demande seulement comment les désosser de ma chère société, l'héritage de mon ADN poubelle. À l'ombre des baobabs, l'éclat des ancêtres rugit derrière mes enclos. Occupé à reconstruire un monde que je hais, le défaire me fait des nœuds aux os, l'illusion de l'action directe, ils disent. La violence est-elle nécessaire ? Mais qui a encore le temps pour cette question de bolos je Wanda ? À quelle heure notre violence ? C'est dans cette brèche que je veux combattre, perdre le sens de la mesure des équilibres imposés. J'idéalise pas grand-chose, juste le monde en pratique, les luttes pauvres, noires et rouges, je fonds par vous, pour nous. Comment s'autodéfendre ? Poser des bombes avec mes mots, comment tuer le flic, suicider le bourgeois en moi ? Comment ça va ? On est là. Boulet de canon scié, ma tempe trouée de souvenirs. L'amour des bas-fonds, mes bidonvilles. Les spectres des révoltés hantent les communes, le béton, mes draps, de ta rage dont sont tissés mes rêves. Ça pue encore le venin, j'y peux rien. La rumeur de ta libération est proche, c'est une enveloppe qui fait tout craindre. Le soulèvement des divinités de la rue. Les éclopés, les putes, les barbares en naïveté. Les klaxons dans Brazas et la cacophonie, en résistance des gilets noirs, colère dans Mollard, poussiéreux d'espoir. Merci. André va nous lire un extrait de la nouvelle qu'elle a écrite elle-même, André Potier, Rêverie. Rêverie. Par une journée ensoleillée, se promenant à la campagne, Nicolas tombe d'admiration devant un acacia aux fleurs à la blancheur immaculée. Cueillant une fleur, il sentit une vive douleur au pouce gauche. Tout à coup, le trou noir. 10 minutes se passent. Une pluie fine ruisselle sur ses lunettes et, ouvrant les yeux, Nicolas voit un arc-en-ciel sortir de terre qui trône tel un roi. Nicolas ne comprend plus. Une fleur si jolie me fait perdre la tête. On aura tout vu. Une légère brise renverse un nid et 3 œufs volent au vent en se fracassant. Il tombe des oisillons tout couverts de plumes. Tendant les mains, Nicolas les rattrape et, tout à sa méditation, telle une baguette magique, la brise transforme l'arc-en-ciel avec ses 7 couleurs en arrosoir illuminé. Que c'est splendide! On se croirait dans un conte de fées. Un paon, déployant ses plumes, fait la roue. Décidément, le trou noir me donne bien des surprises. Enfin, je n'en suis pas fâché. Continuant sa promenade, Nicolas, au détour d'un chemin, aperçoit une biche avec son faon et, voulant enjamber le fossé, une branche lui tombe sur la tête. Il se retrouve dans le fossé, inconscient pendant quelques minutes. Reprenant ses esprits, Nicolas, ouvrant les yeux, ne voit plus qu'un lac à perdre de vue. Ma parole, j'ai dû rêver. Merci. Nous allons écouter maintenant Shaima, Les Amazones de la Terreur de Fanny Bugnon, édition Payot.
L'éternelle menace des Amazones. Parmi les mythes permettant de penser l'impensable violence des femmes, le plus prégnant, quel que soit le pays concerné, est incontestable celui des Amazones, ces demi-femmes, qui n'hésitent pas à faire usage de leurs armes au point que les militantes de la RAF ou d'actions directes mêlées à des crimes de sang sont désignées comme les Amazones de la terreur. Des femmes contre les hommes. Réelles ou fantasmées, ces guerrières redoutables ont traversé les époques et les espaces jusqu'à en devenir un archémythe sans cesse signifié et resignifié comme le premier mythe de résistance féminine. Une résistance violente et armée contre les hommes. Enracinée dans la mythologie grecque, ce peuple de combattantes est en effet pensé comme vivant en dehors et contre le monde des hommes. Elles incarnent un mythe d'inversion de l'ordre des sexes par la violence et la confrontation. Vivant entre femmes à l'écart des cités grecques, ayant la poitrine volontairement mutilée pour décupler leur capacité guerrière, sans autre contact avec les hommes que le combat ou l'accouplement. Pour les Grecs, les Amazones incarnent une triple altérité, femmes barbares et guerrières, et cette altérité est d'autant plus forte qu'elle compose le seul peuple de femmes combattantes de la mythologie grecque. Dans un contexte où le port des armes définit la citoyenneté, en somme, les Amazones sont des femmes qui refusent de se conformer à la conception que les hommes ont des femmes. Elles alimentent les thèses les plus imaginatives autour de la notion de matriarcat primatif développée par le juriste suisse Johann Bachofen dans les années 1860 et déclinant à l'envi l'obsession de la guerre des sexes dans des sociétés pourtant régies en droit et en pratique par la suprématie masculine fantasmée des mondes où les femmes auraient eu droit et pouvoir pour mieux les discréter. Régis va nous proposer un extrait de Chronique martienne de Ray Bradbury aux éditions de Noël. Sous la voûte des arbres, le moteur ronflait dans le silence. La route était vide et tout en roulant, ils finirent par remarquer quelque chose d'insolite. Tis ralentit et se pencha au dehors, l'œil farouche. « Nom de Dieu, grand-père, tu vois ce qu'ils ont fait, les salauds ?»« Quoi ?» demanda le vieux en regardant à son tour. Tous les quelques mètres, des tas de bric-à-brac soigneusement rassemblés jalonnaient la route vide à travers la campagne. De vieux patins à roulettes, un foulard plein de babioles, des souliers éculés, une voiture à bras, des piles de vieux chapeaux, de pantalons ou de manteaux, des pendeloques de verroterie, qui avaient autrefois teinté dans le vent, des géraniums roses dans des boîtes de conserve, des tubes percés, des planches à laver, des cordes à linge, du savon, un tricycle, un sécateur, un camion d'enfant, un diable dans sa boîte, un morceau de vitrail de l'église, baptiste noire, un jeu complet de démonte-pneus, des chambres à air, des matelas, des paillasses, des fauteuils, des pots de cold cream, des miroirs. Rien de tout cela n'avait été lancé au hasard, mais au contraire, déposé avec soin, avec un souci de décoration sur les bas-côtés poussiéreux de la route, comme si les habitants d'une ville entière étaient passés par là, les mains pleines et au signal d'une énorme trompette de bronze, avaient semé leur fardeau dans la poussière avant de s'envoler droit vers l'azur du ciel. Ils ne voulaient donc rien brûler, s'écria-t-il, furieux. Non, ils n'ont pas été foutus de brûler tout ça, comme je leur disais. Il a fallu qu'ils embarquent leurs saloperies et qu'ils les empilent bien en vue sur la route. Ils se croient malins, ces négros. Il lança la voiture en embardée sauvage, kilomètre après kilomètre le long de la route, défonçant, écrasant, fracassant, éparpillant les paquets de papier, les boîtes à bijoux, les glaces, les fauteuils. Tiens, bon sang, tiens. Un des pneus avant exhala un long sifflement. La voiture dérapa brutalement et buta dans le fossé, expédiant Tis dans le pare-brise. Saloperie! Il s'épousta et sauta au bas de la voiture, pleurant presque de rage. Il regarda la route, vide et silencieux. Jamais on ne les rattrapera maintenant. Jamais, jamais. À perte de vue s'amoncelaient des lots d'objets, de paquets de colis minutieusement groupés comme des reliquaires abandonnés dans le jour déclinant sous le vent chaud. Tis et le vieux revinrent à la quincaillerie 1 heure plus tard en traînant la patte. Les hommes étaient toujours là, assis, tendant l'oreille, surveillant le ciel.
Au moment même où Tis s'asseyait et ôtait ses souliers pour soulager ses pieds douloureux, l'un des hommes s'écria « Regardez !»« Je veux bien être pendu !» grogna Tis. Mais les autres levèrent les yeux et ils virent les navettes dorées qui s'élevaient très loin dans le ciel, avec leur panache de feu, elles s'évanouirent au zénith. Dans les champs de coton, le vent tiède planait au milieu des grappes neigeuses. Plus loin dans les champs, les melons d'eau intacts mûrissaient, striés comme des chats de gouttière endormis au soleil. Les hommes sous le porche se rassirent, se dévisagèrent, regardèrent les piles jaunes de cordes neuves sur les étagères, jetèrent un coup d'œil aux cartouches de cuivre luisantes dans les boîtes, virent les pistolets d'argent et le métal noir des fusils luisant au mur dans l'ombre. L'un d'eux se mit à mâchonner un brin de paille, un autre à dessiner dans la poussière. Enfin, Samuel Tis brandit son soulier vide d'un air triomphant, le retourna, l'inspecta et déclara « Vous avez remarqué ? Jusqu'au bout, nom de Dieu. Jusqu'au bout, il m'a dit, monsieur. » Merci. Nous allons écouter maintenant Erel d'Assassin's Creed Last Descendant de Mathieu J. Kirby, édition Bayard. Sincèrement, qu'est-ce que vous faites avec des kilos d'or à 7 heures de la nuit sans escorte ? Que voulez-vous dire ? Suggérez-vous que c'est ma faute si je me suis fait attaquer ? Eh bien, il semble, si vous accusez la victime qui se fait agresser, vous êtes également le genre d'homme qui accuse le thermomètre quand il fait chaud. Absurde pour un policier. Merci. Nathalie nous propose un extrait de Défaillance Système de Martha Wells aux éditions de La Talente. J'aurais pu faire un carnage dès l'instant où j'ai eu piraté mon module superviseur. En tout cas, si je n'avais pas découvert un accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les satellites de la compagnie. 35 000 heures plus tard, aucun meurtre à signaler. Mais à vue de nez, un peu moins de 35 000 heures de films, séries, lectures, jeux et musique consommés. Comme impitoyable machine à tuer, on peut difficilement faire pire. Je n'avais pas pour autant laissé tomber mon boulot, et j'espérais que les docteurs Volescu et Paradvaj en auraient bientôt fini avec leur prélèvement pour que, sitôt rentré à la base, je puisse regarder l'épisode 397 d'Apogée et déclin de la Lune sanctuaire. J'avais l'esprit un peu ailleurs, je le reconnais. Ce nouveau contrat n'avait vraiment rien de palpitant et je réfléchissais aux moyens de reléguer le canal d'alerte en tâche de fond. Le temps d'accéder au contenu musical du flux de divertissement sans que UpSystem n'enregistre de surcroît d'activité. Une tâche plus délicate à mener sur le terrain qu'à la base. Le périmètre du jour englobait une île côtière. Une langue de terre désolée bosselée de collines basses, où l'herbe, épaisse et vert noirâtre, m'arrivait à la cheville. Pas de faune ou de flore à proprement parler, hormis une poignée de spécimens volants de tailles diverses et quelques végétaux flottants et bouffis. Inoffensifs, aux dernières nouvelles du moins. De larges cratères appelés creusaient le littoral, et c'est à l'intérieur de l'un d'eux que Bharadwaj et le Volescu prélevaient à cet instant des échantillons. La planète possédait un anneau qui, depuis notre position actuelle, dominait l'horizon au-dessus de l'océan. Je sectionnais mentalement le flux de données en contemplant le ciel, quand le fond du cratère a explosé. Sans prendre la peine d'émettre un message vocal d'urgence, j'ai aussitôt transféré au docteur Menza les images en temps réel de ma caméra intégrée, avant de dévaler la plante sablonneuse. Sur le canal de communication prioritaire, la voix de Menza aussitôt hurlait de faire décoller la navette. Les autres travaillaient à 10 km de là, à l'autre bout de l'île. Jamais ils n'arriveraient à temps pour nous porter secours. Les instructions contradictoires me parvenaient en cascade, mais je n'y prêtais aucune attention. Module superviseur trafiqué ou non, le canal d'urgence passait en priorité. Il y régnait d'ailleurs un chaos sans nom, alimenté par UpSystem, qui réclamait autant de données qu'il m'en envoyait, et dont aucune n'était pertinente pour l'heure. Sans parler de Mensa, qui me transmettait les relevés télémétriques depuis la navette, tout aussi inutile, quoique plus facile à ignorer que les requêtes incessantes de UpSystem. C'est au beau milieu de tout ce bruit que j'ai atteint le fond du cratère. Malgré l'armement énergétique léger enchâssé dans mes avant-bras, j'ai opté pour l'arme cinétique lourde que je portais dans mon dos. Vu la gueule béante de l'hostile qui venait de jaillir du sol, il allait me falloir du très gros calibre. Merci beaucoup. On clôture ce un peu plus que quart d'heure de lecture par Fabien qui nous lit Les Écrits sur le sable, rédigé en 1901 par Isabelle Eberhardt aux éditions Grasset. Un droit que bien peu d'intellectuels se soucient de revendiquer, c'est le droit à l'errance, au vagabondage. Et pourtant, le vagabondage, c'est l'affranchissement, et la vie le long des routes, c'est la liberté. Rompre un jour bravement toutes les entraves dont la vie moderne et la faiblesse de notre cœur ont chargé notre geste,
s'armer du bâton et de la besace symbolique et s'en aller. Pour qui connaît la valeur et aussi la délectable saveur de la solitaire liberté, entre parenthèses, car on n'est libre que tant qu'on est seul, l'acte de s'en aller est le plus courageux et le plus beau. Égoïste bonheur peut-être, mais c'est le bonheur pour qui sait le goûter. Être seul, être pauvre de besoin, être ignoré, étranger et chez soi partout, et marcher solitaire et grand à la conquête du monde. Le cheminot solide, assis sur le bord de la route, et qui contemple l'horizon libre, ouvert devant lui, n'est-il pas le maître absolu des terres, des eaux et même des cieux? Quel châtelain peut rivaliser avec lui en puissance et en opulence? Son fief n'a pas de limite et son empire pas de loi. Aucun servage n'avilit son allure, aucun labeur ne courbe son échine vers la terre qu'il possède et qui se donne à lui toute en bonté et en beauté. Le paria, dans notre société moderne, c'est le nomade, le vagabond, sans domicile ni résidence connue. En ajoutant ces quelques mots au nom d'un irrégulier quelconque, les hommes d'ordre et de loi croient le flétrir à jamais. Avoir un domicile, une famille, une propriété ou une fonction publique, des moyens d'existence définis, être enfin un rouage appréciable de la machine sociale, autant de choses qui semblent nécessaires, indispensables presque à l'immense majorité des hommes, même aux intellectuels, même à ceux qui se croient le plus affranchis. Cependant, tout cela n'est que la forme variée de l'esclavage auquel nous astreint le contact avec nos semblables, surtout un contact réglé et continuel. J'ai toujours écouté avec admiration, sans envie, les récits de braves gens ayant vécu des 20 et 30 ans dans le même quartier, voire dans la même maison, qui n'ont jamais quitté leur ville natale. Ne pas éprouver le torturant besoin de savoir ce qu'il y a là-bas, au-delà de la mystérieuse muraille bleue de l'horizon, ne pas sentir l'oppression déprimante de la monotonie des décors, regarder la route qui s'en va toute blanche vers les lointains inconnus, sans ressentir l'impérieux besoin de se donner à elle, de la suivre docilement, à travers les monts et les vallées, tout ce besoin peureux d'immobilité ressemble à la résignation inconsciente de la bête que la servitude abrutit et qui tend le cou vers le harnais. À toute propriété, il y a des bornes, à toute puissance, il y a des lois. Or, le cheminement possède toute la vaste terre dont les limites sont l'horizon irréel et son empire est intangible car il le gouverne et en jouit en esprit. Merci. Ce quart d'heure de lecture touche à sa fin. Merci à toutes et tous d'avoir partagé ces textes et ces voix avec nous. Un grand merci aux participants, participantes et à Studio Zef. La lecture, c'est du partage, de l'émotion. Continuez à lire, à écouter et à faire vivre les mots autour de vous.